Le Grand Sourire, une émission présentée par Geoffroy Regoubi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission du Grand Sourire sur Modiolus Radio. Nous sommes ensemble pour 45 minutes d'échange et de débat avec des invités d'un niveau vertigineux comme d'habitude. Et comme d'habitude, je serai également accompagné de notre souriante chroniqueuse dentaire, Mel. Bonjour Mel. Bonjour à tous. Et également de l'ineffable Mathieu Polo, humoriste de son état. Bonjour Mathieu. Bonjour Geoffroy, bonjour à tous. Modiolus est la radio du sourire. Le sourire, cet acte physique qui découle de la mise en action du système musculaire que nous avons tous à la commissure des lèvres, le Modiolus. Une radio pour les professionnels, mais également pour le grand public. L'idée est simple, donner la parole à celles et ceux qui au quotidien s'occupent de notre sourire. Prothèses dentaires, assistantes et assistants dentaires, chirurgiens dentistes et industriels du secteur, afin de mieux comprendre comment tout cela fonctionne. Et dans cette nouvelle émission du Grand Sourire, nous allons aborder le sujet suivant, l'engagement extra-professionnel. Pour en parler, nous accueillons 3 invités qui représentent à eux seuls l'absolu engagement pour leur profession respective et pour le dentaire en particulier. Tout d'abord, Olivier Lafarge, directeur général de l'entreprise Dentsply Sirona France, vice-président du Comidan. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Le docteur Daniel Mériche, chirurgien dentiste et secrétaire général de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Et Laurent Munro, prothésiste dentaire, patron du laboratoire Orthésis, président de l'UNPPD, président de la CNAMS et vice-président de l'UDP. Bonjour Laurent. Bonjour. Nous devions également recevoir le docteur Franck Mouminou, président du syndicat de chirurgiens dentistes unidentaires, mais malheureusement la neige n'a pas permis à son avion de décoller ce matin. Et oui, les amis, il neige à Paris aujourd'hui. Nous pensons à lui et nous le recevrons lors d'une prochaine émission du Grand Sourire avec plaisir. Nous allons débuter par la rubrique « J'ai une dent contre vous » où votre présentation, chers invités, par un envieux de votre réussite, de votre talent, de votre épanouissement professionnel. Et Olivier, on va commencer par vous. Olivier Lafarge. Olivier, j'ai une dent contre vous, beaucoup trop de talent dans une seule personne. Vous êtes né le 27 mai 1977 à Lyon, à Sainte-Foy-les-Lyons. Je suis votre aîné de 1 mois. Et nous sommes l'un et l'autre les aînés d'Emmanuel Macron. Je vous laisse faire ce que vous voulez de cette information. Bon, on ne va pas se mentir, 77, niveau 20, c'était pas terrible. Ça va, on se rattrape autrement. Vous êtes marié depuis 20 ans, 4 enfants, 21 ans, 18 ans, 14 ans, 11 ans, on les salue. Parisien depuis 18 ans, diplômé d'un master en vente marketing et management à Lyon et d'un master à Harvard, ainsi que d'une maîtrise banque et finance. Votre début de carrière se fait d'ailleurs dans la banque au Crédit Mutuel. J'ai tout bon ? Oui, on peut dire. On peut dire. Aujourd'hui, vous êtes directeur général de Dentsply Sirona France, entreprise dans laquelle vous êtes depuis 19 ans et 11 mois tout juste. Vous êtes au Comidan depuis 7 ans et vice-président depuis 5 ans. On va en parler dans cette émission. Comment cela est arrivé ? Eh bien, vous avez été invité au comité directeur en tant que visiteur. Cela vous a plu, notamment le partage entre les acteurs présents au Comidan au profit de la qualité de leur production. Et c'est comme ça que vous êtes lancé dans l'engagement extra-professionnel, en tout cas celui-là. Nous passons au docteur Daniel Mériche. Docteur, j'ai une dent contre vous, une motivation sur tant d'années, forcément ça fait envie. Vous êtes né en 1950, vous devenez chirurgien dentiste en 1974 et ce jusqu'en 2016. Vous avez fait votre carrière à Compiègne, jolie petite commune de l'Oise, à 1h15 de Beauvais. Et oui, on prend toujours Paris comme point de référence, j'ai décidé de changer. Diplômé de Aix-Paris 7, aujourd'hui Paris Cité, vous êtes marié et avez 2 filles qui ne sont pas dentistes, mais elles ont quand même réussi. De 74 à 87, vous avez été attaché de consultation à la fac de Garancières au service de chirurgie. Vous avez également présidé la Société scientifique de Picardie. Élevé au cœur d'un milieu parental qui avait une implication associative forte, votre père était avocat et membre du Centre des jeunes dirigeants, c'est dans votre nature de vous impliquer. En 76, à 26 ans, vous entrez au CNSD, seul syndicat du secteur à l'époque, avec la FOFTA, qui a disparu aujourd'hui. D'emblée, vous êtes élu au bureau comme trésorier, adjoint, puis trésorier. Par la suite, la CNSD a connu une scission de plusieurs départements qui se sont rassemblés pour créer l'USDI, qui est devenue la FSDL. On a beaucoup d'acronymes, qui a absorbé la FOFTA, permettant d'avoir la représentativité syndicale, et qui est depuis 2018 le syndicat CDF. Vous y êtes resté jusqu'en 91, vous avez été le président du département de l'Oise. C'était pas tout à fait juste, c'est ça, docteur ? Non, le CDF, là vous mélangez l'ex-CNSD devenu CDF et la FSDL. Alors, la FSDL voilà. Est toujours la FSDL. On s'est pris le tapis dans les acronymes. Bon, oui. On va pouvoir éclaircir tout ça pendant l'émission. Merci beaucoup. En 82 à 31 ans, vous êtes élu à l'Ordre des chirurgiens dentistes. À l'époque, il fallait 3 ans de diplôme et avoir 30 ans pour être élu à l'Ordre. Sinon, ce n'était pas possible.
Et on tient à préciser qu'on pouvait quand même être député, sénateur, président de la République, malgré tout. Aujourd'hui, c'est le contraire. On a disparu justement cette règle pour être remplacée par une autre. À 71 ans, on ne peut plus se présenter, alors qu'on peut se présenter à la députation ou à la présidence. Exact. En 2021, vous êtes élu au Conseil national en qualité de secrétaire général, un parcours au service de son métier. Laurent Munro, Laurent, j'ai une dent contre vous, vous abattez l'engagement de 10 hommes à vous tout seul. Vous êtes titulaire d'un CAP en prothèse dentaire que vous avez passé en 85, vous avez débuté directement en labo d'orthodontie et quelques temps après, vous avez passé un brevet de maîtrise au CFA de Versailles. Votre carrière s'est poursuivie comme elle a débuté, dans l'ortho, sachant qu'au départ, vous êtes spécialiste de l'occlusion d'oncie. Dans les années 90, vous rencontrez votre femme au sein du laboratoire et en 2000, au bout de 13 ans, vous reprenez ensemble le laboratoire en question, le laboratoire orthésiste, une dizaine de personnes, dont votre fils qui est prothésiste dentaire spécialiste en impression 3D. Orthésiste est spécialisé dans l'orthodontie à Palaiseau, qui se situe à 50 minutes d'Étampes. Et oui, cher auditeur, je voulais chercher la distance Palaiseau-Paris pour ceux que ça intéresse. Vous êtes président de l'UNPPD. Il est à noter quand même, et c'est important, que 25% des laboratoires français sont adhérents à l'UNPPD, ce qui, dans l'univers des syndicats, est quand même pas mal. Vice-président de l'UDP, président de la CNAMS, vous avez été président de la Chambre des métiers de l'Essonne, vous avez été élu au Conseil économique et social de 2017 à 2021. Il faut savoir que cette chambre-là, c'est quand même la troisième chambre de la République après l'Assemblée nationale et le Sénat. On le sait que trop peu. En 92, encore salarié, vous fréquentiez l'UNPPD avant même d'être patron. C'est donc tout naturellement qu'en 2000, tout jeune patron, vous êtes fortement investi. Vous ne pouviez pas ne pas être invité à cette émission, cher Laurent. Daniel, Franck, qui n'est pas là malheureusement. Olivier Laurent, maintenant que l'on vous connaît mieux, notre chroniqueuse Mel va nous parler du sujet de l'émission. C'est le moment de la rubrique « On parle de quoi ?» Aujourd'hui, on va parler d'engagement professionnel. L'engagement professionnel est composé d'hommes et de femmes qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leurs compétences au service de leur secteur d'activité. En France, on estime que ces professionnels sont environ 8000. Ils sont organisés en associations, syndicats, ordres professionnels, fédérations ou comités. Ces organisations constituent des espaces de rencontre et d'échange. Ils ont pour but de promouvoir, d'encadrer et de protéger les intérêts d'une ou plusieurs professions. Pour cela, leurs actions sont multiples. Organisation de rencontres intermétiers, veille juridique et économique, réalisation d'études et d'enquêtes de branche. Ils participent également à l'élaboration des normes juridiques et des textes de loi. Leurs actions sont aujourd'hui indispensables pour les pouvoirs publics. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons découvrir leur parcours. Merci Mel, merci pour ces précisions. Le sujet est posé. On va commencer pour la première question par le docteur Daniel Mérich, secrétaire général de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Docteur, on va revenir sur les acronymes. Est-ce qu'on peut refaire un point? Parce que c'est quand même assez compliqué. Donc CNSD au début, qui n'existe plus, c'est ça? Alors, la CNSD, oui, en 76, c'était le nom du syndicat de l'époque, maintenant qui s'appelle les chirurgiens dentistes de France, les CDF. D'accord. Donc à l'époque, le CNSD était un syndicat majoritaire, c'était unique? Oui, c'était quasiment le seul syndicat qui existait. Il y avait un syndicat ultra minoritaire, la FOFTA, mais sinon, 98% des praticiens syndiqués de l'époque étaient membres de la CNSD. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a eu une scission, il y a eu... Alors oui, il y a eu une scission aux alentours de l'année, alors là, ça remonte à un certain temps déjà, 77. Donc, personne n'était né ici dans cette salle, non, je crois. Presque. Voilà. Donc, je peux dire... Olivier Lafarge. Voilà, oui. Bon. Donc, il n'y a pas grand monde pour me contredire. Oui, il y a eu une scission à la suite d'une action syndicale. Notre département de l'Oise a été déconventionné. On avait fait une augmentation nationale de la lettre clé, la lettre D à l'époque, qui était en francs. C'est un autre temps, c'est préhistorique. Ah bah oui, évidemment, le siècle dernier. Je suis un peu le mammouth de la... On a connu quand même. C'est voilà. vrai, on a connu. Oui. Et donc, nous avons été déconventionnés dans l'Oise et le syndicat de l'époque, la CNSD, n'est pas venu à notre secours. Et on s'est senti abandonné. Un peu abandonné. Voilà. Et donc, on a fait scission avec un certain nombre d'autres départements en France. Il y avait, je crois, le Val-de-Marne, il y avait l'Isère. Et vous avez créé l'USDI. Et on a créé l'USDI, l'Union des syndicats dentaires indépendants, qui ensuite est devenue l'USDL et qui a obtenu la représentativité en absorbant la FOFTA. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, merci pour ce réajustement nécessaire. Parlons de l'ordre maintenant. Daniel, l'ordre national des chirurgiens dentistes, quel est exactement son rôle pour nos auditeurs là, qui nous écoutent? Alors l'ordre, tous les praticiens bien sûr le connaissent, c'est l'organisme de régulation de
de la profession, c'est lui qui s'occupe de l'admission dans la profession, dans l'exercice, c'est lui qui s'occupe de l'administration, c'est lui qui s'occupe de faire appliquer les textes et donc qui aussi essaye de remettre dans le droit chemin ceux qui s'en écartent avec ses juridictions disciplinaires. Donc souvent on associe l'ordre, on ne retient dans le Conseil de l'ordre que ordre, un peu le gendarme de la profession, mais on oublie souvent qu'il y a quand même le mot conseil. C'est vrai qu'on parle beaucoup de gendarme de la profession, alors qu'en fait, c'est pas que pour être coercitif, c'est aussi pour conseiller. Eh bien voilà, on oublie souvent le mot conseil, qui est quand même un élément essentiel, et qui pour moi a été même le motif de mon entrée dans cet organisme. Donc en fait, contrairement à un syndicat, on n'adhère pas à l'ordre, on en fait partie par définition parce qu'on est chirurgien-dentiste, en l'occurrence. Sur ce exactement, on n'a pas le problème des syndicats qui doivent recruter. Nous, de toute façon, pour exercer, il faut être membre de l'ordre, donc on ne se pose pas de questions sur le recrutement. C'est un souci de moins. Et alors le conseil, par exemple, je suis chirurgien-dentiste, je peux contacter l'ordre et lui poser des questions sur les problématiques que j'ai. Bien sûr, l'échelon départemental est là pour ça. Il est absolument là pour aider les confrères qui, à notre sens, ne le font pas assez. Et parfois, ça leur éviterait certaines erreurs s'ils prenaient le temps de décrocher leur téléphone et d'appeler un... Pour quelle raison, docteur, à votre avis ? Eh ben, on a peut-être, nous aussi, un défaut de communication. On ne le fait pas assez savoir. Voilà, il faut faire remonter l'information auprès des confrères. Donc à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, qui que vous soyez en tant que chirurgien-dentiste, chirurgienne-dentiste, à appeler l'ordre pour information, pour conseil. Pour conseil, exactement. Et même quand on est étudiant, quand on cherche à s'installer, essayer de se renseigner sur la démographie locale. Ah oui, ça va jusque là, d'accord. Et bien sûr. On renseigne aussi les étudiants. On est dans les facultés pour enseigner souvent la déontologie dans les 5e ou 6e années. Et donc, il n'y a aucun problème. Donc l'ordre intervient dans le cursus de formation aussi ? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, oui. Ok, très bien. Merci docteur. Olivier Lafarge, directeur général dans Spice Sirona France, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre casquette de vice-président du Comidan. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que le Comidan ? Alors le Comidan, c'est une association qui représente l'ensemble des fabricants et des distributeurs, principalement en France. Nous, on a pour vocation... deux grosses vocations. La première, c'est de servir les adhérents. Servir les adhérents en leur offrant des services pour de l'information économique, réglementaire, des services aussi sur leur activité pour les aider dans le transport, parce qu'il faut quand même savoir que l'ensemble des entreprises qui œuvrent aujourd'hui dans le domaine dentaire sont des petites entreprises. Mais il y a effectivement des grosses entreprises. Oui, parce que dans Spice Sirona, on ne va pas dire que c'est une TPE quand même, on est d'accord. Hein. Celle-là, combien de salariés dans Spice Sirona en France ? On est 300. Et dans le monde ? 15 000. Ouais, d'accord. Mais c'est une exception dans le dentaire, en tout cas, parce qu'on est très loin des entreprises, des dispositifs médicaux ou des laboratoires pharmaceutiques. On est quand même des petites entreprises, et surtout en France. Et c'est important pour le Comidan parce que c'est de servir vraiment justement tout le monde, et en particulier des petites entreprises qui ont besoin d'un véritable accompagnement, et en particulier sur des domaines comme le réglementaire, qui change tout le temps, qui demande beaucoup d'efforts et d'investissements pour l'intégrer dans ses propres structures. Et ces entreprises, en fait, ne peuvent pas le faire. Et donc, le Comidan, là-dessus, a pour vocation véritablement de les accompagner, de s'assurer qu'elles intègrent bien les nouvelles législations, comme l'une, en tout cas majeure, même si il y a un report, en tout cas, qui a été annoncé il n'y a pas longtemps sur le règlement européen. Mais c'est des transformations majeures pour les entreprises qui n'ont pas forcément de services qualité et réglementaire. C'est ça, d'informations juridiques, légales. Exactement. Et donc, nous, on a vraiment vocation à se structurer. Pour ça, on s'est beaucoup développé. Donc, on a une équipe de permanents qu'on a renforcé. On a des partenariats aussi avec des entreprises et des consultants en réglementaire pour les accompagner et leur offrir vraiment un service personnalisé pour presque intégrer, grâce au Comidan, un service réglementaire, en tout cas adapté à eux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une des grosses vocations du Comidan, c'est de fournir des données économiques et des données réglementaires et d'actualité. Et après, on a quand même une grosse vocation
titre du Comidan, en tout cas nous qui nous porte vraiment à cœur, c'est de faire mieux reconnaître la dentisterie. Et pour ça, ce n'est peut-être pas que l'œuvre du Comidan, mais en tout cas on essaye de le faire. Donc vous battez presque aux côtés des syndicats en fait, non ? Alors, pour reconnaître la dentisterie. Je suis pas sûr que ça soit le bon mot. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on le fait ensemble. Et on a des échanges très fréquents avec l'Ordre, avec l'Association dentaire française, avec l'ensemble des syndicats et évidemment aussi avec l'UNPPD, représenté par Laurent juste à côté, avec qui on a souvent des échanges. Qu'on invite fréquemment au comité directeur, avec lequel on a souvent des réunions sur des gros sujets. Par exemple, un sujet en tout cas qui nous a tous porté à cœur, c'est le cobalt-chrome, par exemple. On s'est tous en tout cas mobilisés, échangés pour savoir comment au mieux, en tout cas, on pouvait intégrer en tout cas cette problématique dans notre domaine et notre profession. Et faire reconnaître en fait le dentaire, c'est essentiel parce que pour nous, c'est un vrai problème de santé. Plus général, en tout cas un problème de santé publique, et donc derrière, puisque ici on est quand même là pour faire sourire aussi les gens, et c'est aussi surtout dans le grand sourire, vous avez raison. Voilà, et c'est vraiment, je pense que ce qui nous anime en tout cas au quotidien, et pour mieux faire sourire, il faut bien faire connaître en tout cas l'importance de l'hygiène bucco-dentaire, des soins au quotidien, de la prévention. Alors Olivier, je suis une entreprise du secteur, je veux adhérer. Il y a une cotisation, j'adhère à l'année, il n'y a pas de notion de taille d'entreprise, comme vous l'avez dit. Si, justement, parce que justement, on a là-dessus, en tout cas, des barèmes et différents barèmes liés en fonction de la taille de l'entreprise et du chiffre d'affaires de l'entreprise pour justement permettre à tout le monde d'adhérer et que pour des petites structures, ça soit facilement intégrable et de ne pas avoir en tout cas une cotisation unique. Donc en fonction du nombre de collaborateurs, en fait. Au chiffre d'affaires. Au chiffre d'affaires. Exactement. D'accord. Ok, très bien. Merci Olivier Lafarge. Laurent, on passe à vous, Laurent. L'UNPPD, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? 2, oui. Allez. Eh bien, écoutez, l'UNPPD... Bon, il dit non, j'aurais été embêté. C'est l'organisation professionnelle représentative des prothésistes dentaires. Il n'y en a qu'une chez nous, depuis toujours, en tant que réel syndicat, puisque on est vraiment syndicat professionnel patronal. On défend la profession, on travaille avec les gens qui sont autour de nous aujourd'hui, les syndicats dentaires. J'ai envie de dire les 3 syndicats dentaires, parce qu'on n'a pas cité l'UD exactement tout à l'heure, mais pour moi, il y a 3 syndicats dentaires, même s'il y en a un qui est moins représentatif aujourd'hui. Mais on essaye de travailler tous ensemble pour, en effet, reconnaître la profession dentaire dans son ensemble. On l'a souvent parlé de la filière dentaire. Nous aussi, on essaye de travailler là-dessus pour que tous ensemble, nos professions soient reconnues et que les gens qui travaillent puissent vivre de leur travail correctement. Donc, on travaille nous aussi sur tous les éléments, bien sûr, réglementaires tels que la réglementation européenne qu'on vient de citer, parce qu'elle concerne aussi les dispositifs médicaux sur mesure cette fois-ci. On travaille sur d'autres éléments qui concernent l'entreprise, comme le document unique, comme des choses comme ça, où on essaye d'aider au mieux les entreprises. Il y a 3200 labos en France aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a 700 et quelques qui sont adhérents de l'UNPPD, mais comme on est le seul syndicat de la profession, on travaille en fait pour tout le monde. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que pour les adhérents, mais aussi pour ceux qui ne le sont pas. Parce que tout à fait, je crois que les gens ne savent pas que la convention collective des prothésistes dentaires n'existerait pas s'il n'y avait pas l'UNPPD, parce qu'il faut bien un syndicat pour la mener. Et ce sont les adhérents qui participent à cette convention collective. Aujourd'hui, c'est ce qui nous nourrit, mais nous travaillons pour l'ensemble des labos qui sont là. Aujourd'hui, notre profession change un petit peu. Change parce qu'il y a un virage technologique. Alors, à force de le dire, ça fait 20 ans, 30 ans. Elle a changé et maintenant elle évolue. Mais voilà, on est quand même dedans. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a aussi une sorte de virage économique, parce que nos labos où c'était 2-3 personnes par entreprise il y a encore 20 ou 30 ans, maintenant il y a 37% des labos qui sont plus de 10 salariés, donc on doit aussi passer par cette évolution et modifier notre façon d'appréhender l'aide qu'on doit apporter aux entreprises. Et ces chiffres, Laurent, ils sont importants parce que ces chiffres viennent d'une enquête de branche. L'enquête de branche, c'est le syndicat qui l'a fait, et si le syndicat n'était pas là, il n'y aurait pas d'enquête de branche. Oui, mais il faut bien quelqu'un qui s'en occupe. C'est comme ceux qui donnent de leur temps pour y travailler
salariés, c'est ce qu'on parle On aujourd'hui. est au cœur du sujet de l'engagement professionnel. Merci beaucoup, Laurent. Nous allons terminer ce premier temps d'échange avec une petite annonce d'un de nos partenaires. Merci. Vous êtes un laboratoire ou un cabinet et vous cherchez les futurs talents qui rejoindront vos équipes ? Vous souhaitez vous former au métier du dentaire ou tout simplement enrichir votre cursus professionnel ? Depuis 30 ans, l'Académie d'art dentaire est la référence du secteur. Fondée par Isabelle Dutel, meilleure ouvrier de France, nous formons chaque année près de 1000 étudiants et professionnels partout en France au métier de prothésiste et d'assistant dentaire, ainsi qu'à l'optimisation des techniques cliniques et comportementales du praticien. Alors n'attendez plus, rejoignez les 500 entreprises qui nous font déjà confiance. Retrouvez toutes les informations sur nos formations et nos stages sur www.academieartdentaire.fr. L'Académie d'art dentaire Isabelle Dutel, l'engagement au service de la passion, le sourire en plus. Et nous voilà de retour pour ce deuxième temps d'échange avec nos invités. Et on va enchaîner avec une chronique, le sourire en coin. On va commencer par vous, Olivier. Vous êtes prêts ? Donc, question, réponse rapide. Prêt à quoi ? Une seule. Je sens l'angoisse qui monte. Une seule réponse possible. Attention, c'est parti. Il ne faut pas réfléchir. Mer ou montagne ? Montagne. ADF, Aria ou Dental Forum ? 3. C'est totalement interdit. Hein. Management collaboratif ou management directif ? Collaboratif. France-Maroc. France. Bien. Docteur, vous êtes prêts ? Oui. Vélo ou voiture ? Voiture, malheureusement. Omnipratique ou chirurgie ? Ah. Voilà, c'est la question piège pour un ancien attaché en chirurgie. On a la réponse. Voilà. Alors, prothèse dentaire, partenaire ou fournisseur ? C'est un partenaire. Bien. D'abord. Vin rouge ou vin blanc ? Ça dépend, qu'est-ce que vous mangez avec. Excellente réponse. Labo intégré ou externalisé ? Oh, externalisé. Foot ou rugby ? Ah, je vais me faire des ennemis, mais a priori plutôt rugby. Mais ce soir, je regarderai le foot quand même. Et oui, parce que nous enregistrons quand même ce mercredi 14 décembre avec France-Maroc ce soir. Donc là, au moment où vous écoutez cette émission, on a déjà le résultat. Allez les Bleus. Laurent, vous êtes prêt ? Oui. Artisan ou dirigeant ? Artisan. Blouse ou costume ? Blues, même si j'en mets plus souvent. Essonne ou Yveline ? Essonne. Évidemment. U2P ou MEDEF ? U2P, bien sûr. Ah, bien sûr, monsieur le vice-président. Dental Forum ou ADF ? Dental Forum, mais j'aime bien l'ADF quand même. Plâtre ou impression 3D ? Bah maintenant, impression 3D, parce que le plâtre, quand même, ça va devenir un petit peu obsolète. Impression 3D. Merci à vous trois de vous être prêtés au jeu. On va enchaîner sur ce deuxième temps d'échange. On a parlé de vos organismes respectifs et de votre engagement dans ces organismes. Ce qui m'intéresse, c'est déjà comprendre pourquoi, à un moment donné, on s'engage. Daniel, docteur Mirisch, pourquoi à un moment donné, on décide, au-delà de son activité professionnelle dense que vous avez eue, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide d'aller quand même au-delà de ça et de prendre du temps pour sa profession au-delà de son activité quotidienne ? Alors, je pourrais parler que pour moi. Moi, je dirais que je suis tombé dans la marmite. Donc, quand on est éduqué avec des parents et des beaux-parents qui sont eux-mêmes très investis dans le milieu associatif, je dirais que c'est quelque chose de tout à fait naturel, d'évident. C'est une continuité, en fait. C'est une continuité, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est un exemple. Oui. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui, vous constatez un désengagement, une motivation moindre pour aller justement dans une carrière ordinale, pour ne parler que de votre parcours ? Alors, on le constate à l'ordre, mais je crois qu'on le constate dans tout le milieu associatif. Et je crois que la crise du Covid qu'on vient de traverser, et qu'on traverse encore, a été aussi très, très problématique pour l'engagement, parce que toutes les associations se sont arrêtées. La reprise est très difficile et on a vraiment le sentiment d'un certain repli sur soi. Les gens se sont retrouvés chez eux et finalement, ils ont trouvé que c'était pas si mal que ça, et on a énormément de mal dans toutes les associations à les faire repartir et à mobiliser des gens pour les faire fonctionner. Laurent, vous constatez aussi également un manque d'engagement peut-être dans l'investissement syndical ?
Oui, c'est sûr que si on compare il y a des dizaines d'années, l'engagement syndical, c'était un vrai engagement syndical. Aujourd'hui, c'est plus un engagement pour obtenir les services de l'organisation. Donc là, on est passé de l'acteur au consommateur. Oui, alors peut-être que c'est de notre faute. Peut-être qu'on n'est plus assez syndicaux et trop services. Mais je pense que, oui, en effet, il y a une petite perte. Après, la crise Covid qu'on vient de citer, les organisations, par contre, comme les nôtres, ont beaucoup travaillé pour aider justement les entreprises. Et c'est un peu dommage que chacun en a bien profité au moment où c'était ça, mais n'est pas forcément la reconnaissance qui devrait être la sienne par la suite envers l'organisation. Donc je vais m'y engager pour moi-même apporter... ne serait-ce qu'en adhérant, en participant, en venant à des réunions qu'on organise où... Oui, en fait, il y a deux types d'engagement dans l'univers associatif, ordinal, syndical. Il y a l'engagement où je m'y investis et il y a l'engagement où je prends tout simplement ma cotisation, en fait, où je deviens adhérent. Oui, ou simplement venir quand on organise quelque chose. Moi, je fais le tour de France de temps en temps pour aller voir les prothésistes dentaires, essayer de faire des réunions. Et je suis désolé de constater quelquefois que j'ai 4 personnes dans la salle, alors que je viens pour leur parler de leur profession, des problématiques et des choses comme ça. Alors après, c'est peut-être aujourd'hui, c'est le monde qui est comme ça, on peut se le dire, mais c'est un peu dommage. Olivier, de votre côté, vous constatez aussi des engagements dans cet environnement associatif, syndical, extra-professionnel ? Alors, comme ça a été dit, je pense que ça s'est quand même vraiment accéléré effectivement depuis la crise sanitaire. Ah oui. Il y a un vrai désengagement, mais global, et qui concerne à mon avis pas que le monde associatif, mais voire même général, puisque, comme ça a été dit, il y a un vrai repli de soi aujourd'hui sur l'individu et sur peut-être moins de dons collectifs en tout cas, et de dons aux autres. Et je crois que c'est essentiel, et c'est essentiel en tout cas de continuer comme nous on le fait tous les jours. Quelle serait la conséquence d'un désengagement qui pourrait s'accentuer, de désengagement extra-professionnel ? Parce que je pense qu'il y a notre tissu global, en tout cas, vit véritablement avec les personnes qui ont des activités extra-professionnelles. Alors là, on est dans le cadre du dentaire et de la santé, mais comme Laurent l'a dit tout à l'heure, si l'UNPPT n'était pas là, il n'y aurait pas de convention, en tout cas, pour les prothésistes, pour pouvoir les défendre. Si le Comidan n'était pas là, il n'y aurait peut-être pas de vigilance, en tout cas, par exemple, sur le règlement européen, qui n'aurait peut-être pas été enregistré dans certaines entreprises, qui auraient totalement arrêté leur activité. Et puis après, moi, je pense que c'est bien aussi de regarder un peu de manière globale si aujourd'hui, en tout cas, il n'y avait pas des associations pour aider les autres, que ce soit au niveau de la nourriture, des vêtements, il y a plein d'associations, même sportives. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait peut-être pas une France, en tout cas, comme celle, en tout cas, qu'on a envie d'avoir demain. Et donc, je pense qu'il faut continuer à s'engager, à donner aux autres, parce que, voilà, c'est comme ça, en tout cas, qu'on grandira mieux ensemble, et effectivement, en souriant ensemble, avec voilà, des choses, en tout cas, plus saines, et dans des relations qui sont énormes. Et c'est vrai que dans ce milieu associatif qu'on connaît tous, la richesse des échanges, la richesse des rencontres, ce qu'on y vit, mais je pense qu'il faut vraiment le faire, en tout cas, pour vraiment s'en rendre compte. Et c'est vrai que c'est dommage, et c'est un peu la même chose pour tout le monde, que des personnes s'investissent peut-être pas autant qu'on le souhaiterait, ou en tout cas rejoignent pas autant ce tissu associatif comme on le souhaiterait. On n'a pas assez c'est peut-être pas assez mis en valeur, on n'a pas assez conscience de ce que vous disiez tout à l'heure, à l'instant là, que de l'importance et de l'impact de cet engagement extra-professionnel au-delà de l'univers dentaire, parce qu'on est dans de l'engagement extra-professionnel, quand on s'engage de façon associative dans des choses au-delà de son boulot, quel que soit son métier, on apporte énormément, et ce tissu aujourd'hui de bénévolat, parce que ça reste du bénévolat en bien majorité, est essentiel, et on se rend pas compte de tout ce qui est fait en fait, suite à mais ça. Peut-être, alors après, il y a peut-être la communication, la reconnaissance. Mais est-ce que les pouvoirs publics en font assez ? Est-ce qu'ils mettent assez en valeur quand on prépare cette émission, vous me disiez, il faudrait peut-être même un ministre des associations ou des... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, de mon point de vue, non. Je pense que justement, c'est un peu... personne ne sait trop effectivement ce qu'on fait, combien de temps ça prend, combien ça coûte aussi, et donc il y a beaucoup d'argent personnel et de temps personnel qui sont donnés partout, partout en France.
Et ça, effectivement, je pense que c'est pas reconnu. Et effectivement, parfois, on pourrait en tout cas se dire qu'on pourrait être mieux soutenu. Et heureusement qu'il y a des entreprises qui sont partenaires, qui soutiennent des associations. Dans l'ensemble, en tout cas, des associations vivent soit avec des adhérents, soit avec subventions, soit avec des partenariats. Mais évidemment, on pourrait tellement faire plus si on avait évidemment plus de moyens. Et évidemment, enfin, c'est le cas au Comidan, mais c'est le cas à l'UNPPD, c'est le cas à l'Ordre, c'est le cas dans l'ensemble des associations qui sont essentielles. Et je sais pas, j'ai cet exemple en tête, mais qui a peut-être rien à voir. C'est la Nuit du bien commun qui justement vient reconnaître via des entreprises des projets qui sont importants pour la collectivité. Et c'est grâce, je pense, à des initiatives comme ça qu'on peut faire vivre aujourd'hui des choses importantes sur des projets, en tout cas, qui œuvrent pour le bien des autres. Les conséquences de ce désengagement, Dr Mériche, vous disiez quand on préparait cette émission qu'en fait, c'est laisser la chaise vide aux politiques, au détriment du professionnel. C'est ce que vous... Oui, tout à fait. Là, vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il faudrait un ministère des associations ? Sûrement pas. Sûrement pas, parce qu'on sait quand l'État commence à mettre la mainmise sur quoi que ce soit, il nous fabrique bien souvent des usines à gaz. Or, le monde associatif, par définition, c'est un monde d'une richesse exceptionnelle, c'est des rapports humains, c'est du travail en équipe, c'est des tas de projets. Et quand on a une tutelle administrative qui vient mettre la main là-dessus, généralement, c'est plus un couvercle qui s'installe et qui bride beaucoup d'initiatives individuelles. Et donc, ça serait, à mon avis, une catastrophe. Il faut les laisser vivre. Laissez-les vivre. Ce dont on ne se rend pas assez compte, c'est que là, on parle, par exemple, l'ordre. Donc, on a tous, à un moment donné, une connaissance, une notion de ce qu'est un ordre. L'ordre des chirurgiens-dentistes, l'ordre des médecins, l'ordre des avocats. Oui, bien sûr. Et ce dont il faut avoir conscience, c'est que c'est totalement dépendant de la volonté d'investissement des professionnels qui constituent cet ordre. C'est-à-dire que si tout d'un coup, il n'y a plus de professionnels qui veulent s'investir, l'ordre, comme on l'imagine, comme quelque chose de très institutionnel, finalement, n'est ni plus ni moins, entre guillemets, que l'équivalent d'une association. S'il y a des personnes investies, ça fonctionne. S'il y a personne pour s'investir, ça fonctionne pas. Le problème de l'ordre, c'est qu'il a une mission de service public. Il a une délégation de l'État. Donc, si les professionnels qui le composent ne s'investissent pas à titre personnel dans cet organisme, l'État, je dirais, aura toute latitude pour remettre la main dessus. Et je ne suis pas certain que les confrères y auraient beaucoup à gagner à avoir une mainmise complète de l'État sur l'organisation de leur profession et sur la gestion au quotidien de leur profession. Parce que là, tout à l'heure, on parlait de l'élément conseil du Conseil de l'Ordre. Je ne suis pas sûr qu'à là, l'élément conseil serait prédominant. Donc, pour éviter ça, il faut s'investir. Il faut s'investir. Très bien, nous arrivons à la fin de ce deuxième temps d'échange. Nous allons laisser la place à notre deuxième partenaire avant de se retrouver tout de suite après. GC, un acteur majeur du secteur dentaire depuis plus de 100 ans, entre modernité et tradition. Notre ligne directrice ? Améliorer la santé bucco-dentaire dans le monde. Nous développons les meilleures solutions de traitement dentaire en fabriquant des matériaux ultra performants qui simplifient la vie du dentiste et du prothésiste dentaire. L'évolution des disilicates de lithium permet d'obtenir des résultats naturels sans cuisson avec des possibilités de maquillage et de microstratification ultra performantes pour un rendu parfaitement esthétique et illimité. Le patient retrouve un sourire naturel et éclatant en un temps réduit. Partenaire de l'Académie d'art dentaire depuis plus de 10 ans, nous sommes désormais présents sur toutes les spécialités dentaires. De la restauration directe à la restauration prothétique, en passant par l'implantologie et l'orthodontie avec une forte orientation numérique et digitale. Retrouvez-nous sur tous les événements de la profession, chez vous pour une démonstration personnalisée, sur nos réseaux Facebook et LinkedIn ou sur notre site internet www.gceurope.com. Avec GC, souriez au monde. Et nous voilà de retour sur le plateau de Modulus Radio avec nos invités et avec Mel, notre chroniqueuse. Mel, c'est le moment de ta chronique. Souris-moi. Oui,
Oui, en cette période de fin d'année, je voulais vous partager une chronique un peu particulière pour mettre en avant une initiative française qui me tient à cœur et qui met en avant notre secteur dentaire. Je parle évidemment du mouvement Je choisis le sourire Made in France. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce mouvement, il a été créé par l'Association des meilleurs ouvriers de France, l'Association Perspectives Dentaires et l'Union nationale patronale des prothèses dentaires. Et c'est un mouvement qui a pour but de sensibiliser le grand public concernant l'origine et la qualité des prothèses dentaires. Cette appellation s'adresse à la fois aux chirurgiens dentistes de tout l'Hexagone, soucieux d'assurer à leurs patients une meilleure traçabilité des produits via un certificat qui pourra être fourni. Ça s'adresse également aux 3500 laboratoires français de prothèses dentaires, évidemment. Cet agrément veut plus de transparence et veut laisser aux patients le choix de choisir son traitement en connaissance de cause. Donc je vous laisse à tous l'opportunité de consulter leur site internet pour plus d'informations. Excellent, merci Mel. Voilà une nouvelle possibilité de s'engager pour les laboratoires qui le souhaitent, pour pouvoir devenir militant du sourire Made in France. Allez sur le site internet, vous tapez « Je choisis le sourire Made in France » sur Google. Échange numéro 3, on va écouter maintenant le témoignage d'Alain Abécassis. Alain Abécassis, c'est un prothésiste dentaire et il vient tout juste d'être élu président de l'APD. Mel nous en parlait à l'instant, Association Perspectives Dentaires. L'APD a à cœur de défendre syndicalement et politiquement la profession de prothésiste dentaire. L'APD est aux côtés de l'UNPPD, on vient de le rappeler, et de l'association des MOF en prothèse dentaire, le mouvement militant Je choisis le sourire Made in France. L'APD souhaite également élaborer un livre blanc de la prothèse dentaire en France afin de livrer son expérience aux jeunes professionnels. Bref, c'est une force de proposition depuis de nombreuses années pour améliorer le quotidien d'une profession et ce grâce à l'implication bénévole de professionnels investis. On écoute tout de suite son président, Alain Abécassis. Quand l'APD a été créée il y a 18 ans, j'avais déjà de nombreuses expériences syndicales et associatives. J'ai tout de suite intégré son bureau, la moitié des membres ayant exercé des fonctions au sein du bureau de l'UNPPD et les autres ayant appartenu au bureau de la CSPD, affilié à l'UNPPD, comme moi d'ailleurs. J'avais donc la fibre syndicale, ainsi que politique, en adhérant également à un parti politique qui me convenait. Évidemment, en tant que bénévole, ce n'est pas l'argent qui nous motive. Disons que nous risquons même d'en perdre en empiétant sur notre activité professionnelle, voire sur notre vie familiale. Comment ne pas être stimulé auprès de confrères qui croient en ce qu'ils font, qui pensent en un meilleur environnement professionnel, en des meilleures conditions de travail, en une plus forte indépendance de gestion. On ne peut pas se lancer comme dirigeant d'un syndicat professionnel ou d'une association comme l'APD sans expérience et sans être entouré de compétences. Il en va de même pour nos laboratoires. Avec l'UNPPD, nous sommes les seuls à défendre syndicalement et politiquement notre profession. Il faut du temps et de la formation syndicale pour comprendre et assimiler comment fonctionne le système dentaire français, les syndicats dentaires, les lobbying, les lois et les décrets, ainsi que le système parlementaire. Défendre ces idées devient alors plus clair devant ses interlocuteurs. Ce n'est plus une contrainte, mais un plaisir. Pour terminer, je citerai cette phrase du philosophe Alain, le pessimiste est d'humeur, l'optimiste est de volonté. Très belle citation de fin de témoignage d'Alain Abécassis. Alors c'est intéressant, on a parlé des engagements qu'il y avait aujourd'hui dans l'univers associatif, extra-professionnel. On va parler maintenant de qu'est-ce que ça apporte. C'est-à-dire que quand on s'engage, on l'a vu, il y a des sacrifices familiales, des sacrifices au niveau professionnel. Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi on le fait? C'est-à-dire que vous, individuellement, dans vos engagements respectifs, qu'est-ce que ça vous apporte, Olivier? Après, ça apporte déjà, on le fait par conviction. Et ce que ça nous apporte, je crois que c'est de la richesse, pour moi, humaine, des échanges, des rencontres, des moments avec des équipes qu'on ne connaissait pas, ou des interlocuteurs en tout cas qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer. Et en fait, je crois que moi, en tout cas au quotidien, ça me permet d'apprendre, de voir aussi d'autres choses, et de voir finalement quelque chose peut-être de plus large que la direction d'une entreprise ou la gestion d'une entreprise. Et je pense que sortir de son quotidien professionnel. Et je pense que prendre du recul et prendre de la hauteur sur son environnement, c'est essentiel parce que ça montre tellement de choses qu'on ne perçoit pas, qu'on ne voit pas. Et puis, c'est d'une richesse en tout cas incroyable. Et je crois que tous les gens en tout cas qui commencent à s'engager ont du mal quand même à se désengager. Voilà. Mais ça rejoint en ce sens ce que dit Alain Abécassis, c'est-à-dire que plus on s'engage, plus on maîtrise son environnement avec la connaissance qui arrive, la richesse de cette maîtrise, et donc on a plus de plaisir dans ce quotidien. Vous confirmez ou pas, Dr. Oui, tout à fait. Alors c'est d'abord, je pense, un état d'esprit, un problème de curiosité personnelle.
c'est le désir de travailler en équipe, de faire des rencontres souvent exceptionnelles qu'on n'aurait pas imaginées. C'est aussi, alors je dirais, lutter contre quelque chose qui a tendance un petit peu à m'énerver, c'est le yaka faucon. Quand j'entends ça, le yaka faucon... C'est beaucoup d'actualité en ce moment. Oui. J'avoue que c'est quelque chose qui m'énerve prodigieusement. Enfin, j'essaye de garder mon calme quand même. Mais c'est toujours, je dirais, négatif. C'est-à-dire que quand on discute avec les yaka faucons, ce que j'appelle le club des yaka faucons, il n'y a jamais de... Club très puissant. Club très puissant, malheureusement. Et nombreux. Et souvent, pas très productif sur le plan des propositions, ou en tout cas des propositions réalistes. Et j'ai envie de leur dire, venez, rentrez dans le système, rentrez dans l'association et faites-nous des propositions, mais des propositions qui soient acceptables, qui tiennent la route, pas du n'importe quoi. Et voilà, c'est ça la vie associative et l'investissement. C'est lutter contre les yaka faucons. C'est ça, ce que vous dites, c'est qu'en fait, on voit la profession sous un autre angle, ce qui nous permet de nous ouvrir véritablement l'esprit. Et les yaka faucons ne voient pas cette... ils sont pas vraiment plongés, ils sont même pas plongés du tout dans le problème et dans les solutions possibles. Et donc, ils vous annoncent des règles comme ça, totalement absurdes. Et on avait envie de leur dire, viens mettre un peu les mains dans le pétrin, j'allais dire dans le plâtre, même si c'est plus trop d'actualité. Plonge-toi un petit peu dans les textes, vois quel est notre environnement professionnel maintenant, et puis propose. Laurent, même question. Vous êtes multicasquette, un investissement extra-professionnel, syndical, associatif. On l'a vu avec vos différentes fonctions. En plus de votre activité sociale, parce qu'on le rappelle, vous continuez à diriger votre laboratoire, une dizaine de personnes quand même, avec le soutien de votre épouse, heureusement, mais malgré tout, c'est pas rien, et de votre fils aussi. Ça vous apporte quoi ? Parce que c'est bénévole tout ça, qu'est-ce que ça vous apporte, tout ce temps passé ? Oui, moi je vais rejoindre ce qui a été dit, c'est de l'enrichissement personnel, c'est enfin, pas financier. Parce que on là, fait pas ça pour être riche, on est d'accord. C'est vraiment pour faire autre chose, puis... Moi, je sais pas, j'avais envie aussi de sortir un peu de mon laboratoire. Honnêtement, j'ai toujours eu envie de voir d'autres choses. J'ai toujours participé à des clubs. Il y en avait beaucoup plus avant, des clubs de prothésistes dentaires, d'ortho, de complète, d'occlusodontie. J'ai voulu participer au salon, aux choses comme ça. Pourquoi moi je suis arrivé où je suis aujourd'hui à l'UNPPD, c'est parce que un jour des écoles m'ont demandé de faire des cours parce que je faisais de l'orthodontie. Après, j'ai été corriger les examens. Après, j'ai écrit le sujet de l'examen. Après, j'ai écrit le référentiel avec d'autres du bac pro ou du BTS. Voilà. Après, je suis devenu... Ça devient addictif, en fait. Et oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu mets le doigt et après, on y passe tout le corps entier. Mais à côté, comme on a encore quelques moments de libre, on devient vice-président d'un club de hand, pour moi, président d'un club service, enfin, beaucoup de choses à côté qu'on continue à faire. Et c'est pour ça aussi que après la prothèse, je me suis occupé de l'artisanat en général. Et aujourd'hui, je m'occupe de la formation professionnelle pour toute l'U2P, y compris pour les chirurgiens dentistes, puisque je m'occupe de l'ensemble de la formation professionnelle et des FAF et des fonds d'assurance formation comme le FIFPL, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui, oui, devient addictif. Après, il faut faire attention quand même de ne pas se faire trop manger par tout ça, parce que c'est vrai que derrière... Moi, je sais que mon entreprise ne serait certainement pas celle qu'elle est pas celle qu'elle est un choix, dans l'autre sens. C'est un sacrifice, en fait. Si je m'étais pas engagé autant, alors j'ai peut-être été un peu trop loin, mais moi j'aime ça, voilà, c'est tout. Même si des fois c'est difficile, parce que les critiques, comme on l'a dit, les yaka faucons, alors ça, je suis tout à fait d'accord, c'est exactement ça. Moi, pendant des mois, des années, tous les dimanches à 16h, j'avais une page Facebook qui sortait sur moi sur Laurent Munro n'a pas fait ci, Laurent Munro ne fait pas ça, Laurent Munro n'a pas obtenu ci. Alors Laurent, on se repose. Donc des fois, faut quand même tenir, quoi. Il y a un moment. Est-ce qu'il faut avoir le cuir épais quand on s'investit ? Est-ce que l'investissement extra-professionnel, à votre niveau, tous les trois, est-ce qu'il est forcément obligatoirement lié à justement les yaka faucons qui finalement, on l'a dit sous la forme de la boutade, mais
sont quand même des critiques et qui ont explosé avec les réseaux sociaux ces 5-6 dernières années. Est-ce qu'il ne faut pas avoir le cuir épais quand même pour y aller ? Est-ce que c'est évident ? Après, je pense que quand on est engagé, on sait pourquoi on sait déjà pourquoi on le fait, et je pense que la prise de recul et souvent des personnes, à mon avis, qui s'engagent, elle est là. Donc, bien sûr, il faut entendre les critiques parce que parfois, ça nous aide aussi à progresser, parce que voilà, il y en a qui sont plus ou moins fondés, mais il y en a aussi qui sont fondés. Il faut aussi l'entendre. Après, il faut écouter, mais il faut surtout prendre du recul, de la hauteur, et puis faire la part des choses. Mais après, je crois qu'on est engagé et qu'on a la conviction de ce qu'on fait. On arrive à faire cette part des choses qui fait que je pense qu'en tout cas, ça ne touche pas la personne, mais peut-être ce qu'on représente. Et ça, il faut toujours décaler un peu les critiques qui ne sont jamais, pour moi en tout cas, à visée personnelle, mais toujours... à ce que vous représentez, en fait. Voilà, à ce qu'on peut représenter. Et puis après, il y a plein de raisons et de nature des critiques, en tout cas, qu'on peut entendre ou qu'on peut voir. Mais ça doit quand même être véritablement enrichissant en termes de capacité à voir le monde autrement, parce que Daniel, vous nous le disiez quand on préparait l'émission, mais c'est une activité de tous les jours, et en ce qui vous concerne, c'est même à un moment donné une journée entière par semaine quasiment dédiée à ça à l'époque. Quand vous pratiquiez. Alors, quand j'étais en exercice, j'étais à l'époque, j'ai été pendant 28 ans au conseil départemental de l'Oise, j'en ai fait 14 ans la présidence. C'est au minimum une journée et demie, je dirais, passée au siège, mais... par semaine. Par semaine. Ouais. Mais c'est, je dirais, 24 heures sur 24, on est président, parce que vous avez les appels au cabinet... alors que vous êtes avec un patient sur le fauteuil, vous en avez le soir à l'heure du dîner, vous êtes à table, et c'est tous les jours. Bon, voilà, alors ce genre d'investissement n'est pas possible s'il n'y a pas, je dirais, une participation familiale ou un accord familial qui est absolument essentiel. C'est un travail d'équipe, c'est sinon obligé. c'est pas possible. Dans la famille. Sinon, oui, il faut absolument, parce que c'est vrai, le contexte familial est important et il en prend un peu un coup. Hein. C'est forcément au détriment de quelque chose, donc en partie aussi pour la famille. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les préparations qu'on a eues pour cette émission. Franck Mouminou, qui malheureusement, encore une fois, n'est pas là aujourd'hui, le disait aussi. Hein, c'est quoi qu'il arrive, une journée par semaine dédiée à ça, plus tous les jours, comme vous le disiez, docteur. Et ce qui vous rejoint aussi, c'est que c'est un accord de famille. À un moment donné, le conjoint, la conjointe, on s'investit, mais on demande d'abord, est-ce que tu vas m'accompagner, parce qu'on sait que ça va être très chronophage. Ah oui, c'est absolument essentiel. Hein. Moi, j'ai eu des soirées, je me souviens d'une fois où une de mes filles m'a dit « tu dînes avec nous ce soir ». Et j'ai réalisé que ça faisait 10 soirées d'affilée où je n'étais pas à la maison. Ouais. Et donc là, vous avez un clignotant rouge qui s'allume, une alarme, et vous dites « Ah, attention, là, danger ». Eh ben merci, bravo vous trois pour cet investissement, pour porter haut et fort l'engagement extra-professionnel dans vos métiers respectifs et pour l'univers dentaire en règle générale. Merci à tous ceux aussi qui le font dans leur métier à eux, qui ne sont pas là aujourd'hui, en dehors du dentaire évidemment, et qui nous écoutent peut-être parce que c'est essentiel, comme on l'a dit. C'est ce tissu d'investissement bénévole qui fait aussi vivre notre pays, la France. Et comme à chaque fois, je vous propose une petite conclusion. Vous me dites si ça vous va ou pas. Donc je dirais que pour conclure, on pourra dire que l'engagement extra-professionnel découle souvent de rencontres qui ouvrent des opportunités, des envies de s'investir. Dès lors, on y trouve une satisfaction, un enrichissement qui, à défaut d'être financier, on l'a dit, est motivationnel. On comprend mieux son environnement professionnel, on se nourrit d'informations liées à son métier, on a ce sentiment de pouvoir s'exprimer, de pouvoir peser sur sa profession. Cela peut même en devenir addictif, vous en êtes la preuve. C'est dans ces cadres d'investissement personnel qu'arrive la prise de conscience de l'absolue nécessité d'être investi, au-delà de son activité, au risque de voir sinon les décisions échapper à ceux et celles qui constituent le métier en question. L'investissement associatif, ordinal ou syndical est un droit, mais aussi un devoir. Je termine sur une pensée du docteur Daniel Mirich qui est ici présent. Le droit de s'investir est profondément lié au droit de râler. Si je ne suis pas satisfait, je m'engage et dès lors j'acquiers le droit de râler. Si je ne m'engage pas, je ne râle pas. Très bien. Ça vous va ? Je ne peux qu'approuver. On ne change rien. Ça, c'est parfait. Et je rajouterais peut-être une petite citation, parce que j'adore les citations, mais cet investissement, ça veut dire être acteur. Et être acteur, et il y a une citation autour du sourire que j'aime beaucoup, c'est « Laisse ton sourire changer le monde et ne laisse pas le monde changer ton sourire ». Donc soyons acteurs, parce que c'est nous, en tout cas, qui devons
par notre investissement, faire sourire l'ensemble des patients et des gens. Et ne laissons pas, en tout cas, les choses venir à nous, effectivement, et ne rien faire. Magnifique, Olivier. C'est une transition formidablement trouvée pour la chronique de fin, la chronique de Mathieu Polo, qui, par son rictus, va essayer peut-être de nous faire sourire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aussi, salut Geoffroy, ça va ? Ça va bien et toi ? On est en demi-finale. On est en demi-finale contre le Maroc. 3-0, c'est ça ? Ah oui, c'est ça. Les pronostics. On est en demi-finale. Ce soir, c'est France-Maroc. D'un côté, cette nation très fière, gouvernée par un roi, dans laquelle les droits des femmes ne sont certes pas toujours respectés, mais dans laquelle le peuple arabe prend toujours plaisir à défiler dans les rues avec ses drapeaux. Et de l'autre côté, évidemment, le Maroc. Alors, le thème aujourd'hui... Le thème aujourd'hui, c'est l'engagement extra-professionnel, c'est-à-dire le fait de consacrer du temps à côté de son travail à des activités non rémunérées, qu'elles soient associatives, philanthropiques, syndicales, que sais-je. Alors, je me posais une question d'ailleurs, Geoffroy, au début d'un match de foot, quand il y a la première passe, juste après le coup d'envoi, si c'est dans le cadre d'un match caritatif, est-ce qu'on peut appeler ça un engagement extra-professionnel ? Excellent. Eh ben, l'engagement extra-professionnel, alors quel avantage, quel désavantage ? L'essentiel d'après moi, c'est qu'on s'épanouisse dans ce choix. J'adore commencer, moi, pareil, je suis fan de citations, j'adore commencer avec des propos de citations de grands auteurs, Molière, Racine, Corneille. Et Corneille qui disait cette phrase magnifique, « Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Padadaou, padadaou, padapapa. » Le padapapa est très important, c'est magnifique, le goût du mot juste. Et la première vertu de l'engagement extra-professionnel, on le salue tous, la première vertu de l'engagement extra-professionnel, d'après moi, ça ne concerne pas nos invités, mais beaucoup de gens, c'est de compenser partiellement le mal de notre époque, qui est le désengagement intra-professionnel. Moi, je trouve, c'est vrai, les gens s'emmerdent au boulot, les bullshit jobs, comme on dit. Jamais compris l'apport de cet anglicisme. D'ailleurs, on avait une expression qui marchait très bien jusque-là, les boulots de merde. Mais bon, quand c'est dit en anglais, tu t'emmerdes toujours autant, mais en anglais. Je trouve que l'observation des jeux des enfants est révélateur, d'ailleurs. C'est toujours des jeux violents, vous avez remarqué, ça a toujours été joué à la guerre, au cow-boy, au pistolet, mais aujourd'hui, c'est quoi ? Allez viens, on va jouer au burn-out. Et toi, tu te tires une balle dans la tête. Allez, moi je travaille chez France Télécom, je suis ton N+1 qui te pressurise en te donnant des injonctions contradictoires. Alors pour fuir ce genre de tragédie, je me suis aussi engagé dans l'extra-professionnel. Moi j'ai monté une association véridique dont l'objet social c'est la diminution de la pollution au latex dans les océans. En commercialisant, accrochez-vous bien, les premiers préservatifs consignés. Après utilisation, tu les rinces, tu les rends à ta pharmacie, elle te donne 1 €. Ils sont remballés immédiatement juste après. Enfin, tu vas pas faire fortune. C'est très efficace. C'est gratuit maintenant. Oui, en plus, c'est gratuit maintenant. Faut que je revoie mon business plan. Si vous voulez augmenter du coup votre engagement, votre épanouissement, faites comme toutes ces personnalités qui sont très actives sur le plan extra-professionnel dans les domaines associatifs, philanthropiques, je disais. Faites comme par exemple Emmanuel Macron. Là, actuellement, il réussit à dégager un peu de temps pour quelques activités extra-professionnelles. À titre accessoire, à côté de ses fonctions de banquier chez Rothschild, il fait président de la République. Voilà, en extra, comme ça, voilà, comparé à son ancien salaire, c'est sûr que ça se rapproche plutôt à du bénévolat, mais bon, faites comme Cyril Hanouna, par exemple. Voilà, il fait beaucoup d'activités extra-professionnelles sans être rémunéré. On dit que Cyril Hanouna raconte de la merde et qu'il est grassement payé pour ça, mais c'est faux. Parfois, il sait le faire aussi gratuitement. Alors faites comme les ouvriers au Qatar. Faites comme les ouvriers au Qatar qui réussissent à s'adonner à des activités non rémunérées et en plus à côté à avoir des activités extra-professionnelles. Faites comme l'ex-vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kaili, vous avez suivi l'histoire, qui à côté de son métier à temps plein de community manager du Qatar, en fait, s'adonnait à titre philanthropique au métier de député européen. Alors elle, c'est pas mal, elle a été soupçonnée d'avoir reçu des pots de vin du Qatar pour influer dans leur sens au niveau européen. La perquisition à son domicile a révélé la présence d'1,5 million d'euros en espèces. En espèces, même Pablo Escobar aurait déposé une partie à la banque. Elle est de nationalité grecque. Quand l'affaire a éclaté, il y a l'État grec qui a dit 1,5 million. Les gars, je crois qu'on a retrouvé notre PIB. Alors, elle a dit, je cite, « Je n'ai accepté aucun pot de vin du Qatar. » Elle a dit ça, « Je n'ai accepté aucun pot de vin du Qatar. » Le juge d'instruction a vu les 1,5 million en coupure de 50 €. Il a dit, « Donc vous affirmez que vous n'avez accepté aucun pot de vin du Qatar. » D'accord.
Mais celui-là provient de quel pays, du coup? C'est la question qu'on se pose tous, je crois. Moi, j'imagine le juge d'instruction qui était dans la salle. Donc, pour éviter tout malentendu, Madame Kaili, dans la dénomination du chef d'accusation qui vous est reproché, l'expression incriminante, on est bien d'accord, c'est pas du Qatar. Hein. C'est ce qu'il y a avant. Voilà, c'est pots de vin, on est là bien d'accord. Imaginez, c'est exactement comme si on avait fait une perquisition chez Xavier Dupont de Ligonnès, hein, à l'époque où il n'avait pas encore disparu. Parce que la police, par exemple, l'aurait soupçonné d'avoir tué son chien, vous voyez, et qu'une fois sur place, les policiers avaient déterré tous les cadavres de tous les membres de sa famille et que le mec, ça dévance, j'ai pas tué de chien, quoi. J'ai tué aucun chien, vous voyez, c'est un peu ça. Si vous voulez mon avis, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais surtout celui des Qataris. Hein, les Qataris qui ont du mérite, quand même. Il faut le dire, regardez, observez bien l'histoire. L'Empire romain, son talent, ça a été sa stratégie militaire et sa richesse, la richesse de ses institutions. L'Égypte antique, son talent, ça a été ses scientifiques, ses mathématiciens. Elon Musk, Bill Gates, leur talent, ça a été d'être des génies du business et de l'innovation, des visionnaires. Les Qataris, leur talent, c'est que dans les années 40, il y a un géologue qui leur a annoncé qu'il y avait un liquide noir très cher au fond de leur jardin. Et voilà, c'est tout. Mais avant ça, de base, le Qatari, c'est juste un beauf. Il adore le tuning, il joue sur Paris 11 Sport en babouche. Et depuis, avec l'argent, il a pu changer d'application. C'est plus Paris 11 Sport, c'est... comment elle s'appelle déjà? Ah oui, le PSG, c'est ça. Impossible de faire cette chronique, évidemment, sans parler de football. Hein, qu'est-ce que le football, si ce n'est de l'engagement extra-professionnel? Ça suscite beaucoup d'engagement. On est en demi-finale contre le Maroc, je le rappelle. Éric Zemmour, à ce titre, a dit qu'il allait y avoir des débordements dans la France, car tous les Maghrébins de France allaient voir ça comme une occasion de revanche d'un ancien pays colonisé sur son pays colonisateur. Alors moi, je suis pas d'accord du tout. Quand il y a eu des matchs de foot Bayern de Munich, Strasbourg, en Allemagne, on n'a pas vu des émeutes de Français brûler des bagnoles. Peut-être parce que les berlines allemandes sont trop solides pour brûler, d'ailleurs, je pense. Je pense que ça joue. Vous imaginez, les Français, là-bas, ils auraient brisé des devantures de boutiques de bretzel en disant « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, Inch'Allah !» Au moins l'engagement dans le football, c'est une forme d'engagement. Alors moi, je voudrais qu'on soit tous au moins autant engagés dans des projets extra-professionnels que nos chers invités ici présents. À l'image, par exemple, de monsieur Laurent Munro, que j'ai vu votre bio, c'est assez impressionnant, vice-président de l'Union des entreprises de proximité, président de la Chambre des métiers de l'artisanat de l'Essonne, président de l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires, président de la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services, président du conseil de développement de Paris-Saclay, et enfin et surtout président directeur général de la marque de camembert Président. C'est assez impressionnant. Là, à ce stade, Laurent, il faut faire du sponsoring sur Internet. Vous cherchez un président pour votre structure? Appelez Laurent Munro au 3640 et dites président. Moi, j'ai appris que toutes ces fonctions extra-professionnelles que vous occupiez, chers invités à cette table, vous les occupiez pour l'écrasante majorité, voire la totalité, bénévolement. Tout simplement parce que vous êtes passionnés et soucieux de faire bouger les choses. Alors moi, je le dis, faisons tous comme nos invités qui ne plaident non pas pour le cumul des mandats, mais bien pour le cumul des passions. Merci de m'avoir écouté. Bravo Mathieu Polo pour cette magnifique chronique. Bon, tu es responsable de tes propos, hein, c'est important. Ton actualité, Mathieu, en ce moment, c'est quoi ? En ce moment, moi, je cherche toujours un plateau de stand-up qui s'appelle le Sadiquois Comedy Club, qui devrait reprendre normalement en janvier au Pub Saint-Germain. Tu fais ça à titre hebdomadaire. Toutes les semaines, voilà, c'est ça. Exactement. Et ensuite, voilà, je prépare une série. Je finis de roder mon spectacle aussi sur les plateaux de stand-up parisiens. Excellent. Et tu reviendras nous voir pour qu'on en reparle ensemble. Avec grand plaisir. Merci Mathieu. Merci à vous trois. La 5e émission du Construire se termine. Merci à nos invités dont la qualité n'a eu d'équivalence que le plaisir que nous avons eu à les accueillir. Merci à toute l'équipe de Modiolus, Mel et Mathieu Polo, Laura, notre directrice des programmes, Julien, notre producteur exécutif, et Lucas, notre ingé son. Merci à nos partenaires, et notamment à l'Académie d'art dentaire et toute l'équipe de cette belle école investie dans la formation des futurs professionnels du dentaire, qu'ils soient à Paris, Bordeaux, Aix ou Lyon. Je vous invite à écouter souvent, tout le temps même, Modiolus Radio, la radio qui donne le sourire. On en a besoin en ce moment via l'appli sur iPhone et Android et sur modiolus.fr. Vous y retrouvez de la bonne musique, des infos et notamment des épisodes d'entretien avec un dentiste produits par le Dr Florence Etcheverry qui met en avant des personnalités du monde dentaire au parcours atypique et passionnant. Et ça, c'est toutes les semaines, le jeudi à 19h. Quant au Grand Sourire, retrouvez le replay tous les lundis à 18h, les mercredis à 8h30 et du matin et les samedis à 10h du matin et sur modiolus.fr. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine émission, gardez le sourire.